Voilà, écoutez, comme je le disais à l'instant, c'est les aléas du direct. Les débats ont pris du retard cet après-midi à l'Assemblée nationale et donc nous avons dû retarder notre audition. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Madame la rapporteure est à mes côtés, chère Mariana Redarbelot. D'autres collègues vont nous rejoindre, car nous ouvrons, mesdames, messieurs, ce soir notre 3e semaine d'audition, de travaux, avec l'audition par notre commission d'enquête des auteurs de Toxiques, enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, fruit d'une collaboration entre Disclose, Interprète et le programme Science and Global Security de l'Université américaine de Princeton. Nous recevons donc ce soir M. Sébastien Philippe, enseignant-chercheur à l'Université de Princeton et membre de ce programme de recherche, ainsi que M. Thomas Statius, journaliste d'investigation. Car en effet, messieurs, la publication de vos travaux en mars 2021 a eu l'effet d'une déflagration, il faut bien le dire, à la fois en Polynésie comme à Paris. Elle a notamment conduit le président de la République à inviter l'ensemble des parties prenantes à une table ronde à Paris qui s'est tenue à l'Élysée en juillet 2021. Il a alors reconnu la dette de la France à l'égard de la Polynésie et a appelé à briser le silence, je le cite, le silence pour faire entendre justement toute la vérité, pour qu'elle soit partagée, pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui. Tout. Votre audition a donc d'abord pour objectif, messieurs, de revenir sur vos travaux, leur genèse, la méthode que vous avez suivie, les difficultés que vous avez rencontrées. J'aimerais notamment que vous nous donniez votre point de vue sur l'effectivité de l'accès aux archives, en particulier celles détenues par le CEA. Surtout, vous rappellerez à la commission d'enquête vos principales conclusions, celles qui sont contenues dans votre livre. À l'époque, le directeur des applications militaires du CEA, M. Salvetti, a dénoncé, je le cite, la légèreté dont vous auriez fait preuve. L'ouvrage publié par le CEA l'année suivante, en 2022, formule d'ailleurs de nombreuses critiques à l'égard de vos travaux. Vous êtes ainsi accusé d'avoir extrapolé les données, en particulier s'agissant de l'essai Centaure. J'attends donc de vous que vous répondiez à ces critiques et que vous nous disiez également ce qui vous amène à dire, je cite un article de Disclose, que la publication du CEA est une somme d'approximations et de contre-vérités censée discréditer les révélations de votre ouvrage Toxique. D'autres questions suivront, je crois que d'autres députés nous suivent, j'en ai vu dans l'escalier, en particulier de la part de notre rapporteur, bien évidemment, qui vous a remis un questionnaire. Toutes les questions qu'il contient ne pourront pas être évoquées ce soir de manière exhaustive lors de l'audition, et donc nous attendons de vous que vous lui fassiez parvenir des réponses écrites. N'hésitez pas d'ailleurs à l'issue de cette audition à nous faire parvenir tous les éléments que vous souhaiterez le faire. Avant de vous donner la parole, pour un propos liminaire, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main tous les deux, la main droite, et à dire « je le jure ». Très bien, je vous remercie. Je vous laisse donc la parole pour une quinzaine de minutes environ, et ensuite je laisserai la parole à Madame la rapporteure pour une première série de questions. Merci encore. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, c'est un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui et de répondre à vos questions aux côtés de mon très cher collègue Thomas Statius, 3 ans après la sortie de notre livre Toxiques. Cette enquête sur les conséquences des essais nucléaires français en Polynésie, publiée en mars 2021, est le fruit d'un partenariat inédit entre le média d'investigation Disclose, l'agence de recherche Interprète et le programme on Science and Global Security de l'Université de Princeton dont je suis membre. Ensemble, nous avons démontré méthodiquement, documents, témoignages et calculs à l'appui, comment certaines autorités françaises ont caché, parfois menti et souvent minimisé l'exposition et la contamination des populations civiles et militaires à la suite des essais nucléaires que la France a réalisés
entre 1966 et 1996 en Polynésie française. Toxique est tout d'abord une enquête innovante. Elle mêle à la fois travail académique, pluridisciplinaire, recherche scientifique et journalisme d'investigation. Elle couvre une période de plus d'un demi-siècle qui inclut 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie française, des décennies d'une lutte associative acharnée qui aboutit à la loi Morin et 10 ans d'application de cette loi, dont Toxique révèle les coulisses mais aussi les limites. Notre fil conducteur est l'exploitation de 2000 pages de documents militaires. Il concerne principalement la période des essais nucléaires atmosphériques. Déclassifiés en 2013, ils seront très peu exploités et jamais rendus accessibles au plus grand nombre. Ces documents, j'en ai fait la connaissance grâce à Interpret et Disclose en 2019, alors que j'étais post-doctorant à l'université de Harvard. Après les avoir parcourus rapidement, j'ai compris leur valeur historique, mais aussi scientifique. Ingénieur de formation, docteur de l'université de Princeton, je vis avec les armes nucléaires depuis ma naissance à Brest, d'un père sous-marinier qui patrouillait alors sur SNLE. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai la chance de rejoindre la Direction générale de l'armement en tant qu'expert technique en sûreté nucléaire du système d'armes de dissuasion. Je passe mes journées à étudier et à contribuer à garantir la sûreté nucléaire de nos missiles balistiques M51, pierre angulaire de la dissuasion française aujourd'hui. C'est l'attrait de la recherche universitaire de haut niveau qui m'amènera aux États-Unis, où je vais faire ma thèse à l'intersection de la physique appliquée, des sciences et techniques nucléaires et de la cryptographie. Du fait de mes expériences professionnelles, j'ai été formé à la radioprotection, ainsi qu'à la simulation et à la manipulation des sources de rayonnement, gamma et neutrons, en France, à l'École des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg, mais aussi aux États-Unis, que ce soit à l'université ou au laboratoire de physique des plasmas de Princeton. Cette connaissance du nucléaire, y compris militaire, je vais la mettre au service de ce projet avec toute la rigueur qu'il mérite. Pendant 2 ans, je vais lire, analyser et extraire les données des documents déclassifiés. Je vais aussi reconstruire avec des logiciels de pointe les trajectoires de retombées radioactives de plusieurs essais, y compris Aldebaran, le tout premier essai qui impactera l'archipel des Grands Pieds en 1966, et Centaur, qui se dirigera tout droit vers Tahiti en juillet 1974. Et j'ai partagé avec vous une carte. Mais surtout, je vais comprendre sur quelle base scientifique et quelles données le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, créé par la loi Morin en 2010, décide qui peut ou ne peut pas prétendre au statut de victime et obtenir une indemnisation. Ce que nous avons découvert avec Thomas a été un choc. Depuis 2010, le CIVEN rend des décisions d'indemnisation pour les populations civiles basées sur des reconstructions de doses produites par le CEA. Ces estimations de doses n'ont jamais été validées jusqu'alors de manière indépendante et surtout pas par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, comme le CIVEN a pu l'écrire dans des lettres de rejet. Ces données du CEA, calculées en 2006, nous les avons vérifiées. Nous avons décortiqué 7 rapports qui couvrent les conséquences de 6 essais nucléaires atmosphériques et recoupé une à une leurs données avec celles contenues dans les documents déclassifiés. Nous avons trouvé des erreurs, relevé des omissions et nous les avons corrigées. Nos conclusions aujourd'hui, publiées dans une revue scientifique à comité de lecture, sont sans appel. Les doses ont été sous-évaluées pour 6 essais, d'un facteur de 2 à 10. En tout, c'est plus de 110 000 personnes, soit 90% de la population polynésienne à l'époque des essais atmosphériques, qui ont pu recevoir une dose de radiation supérieure au seuil actuel d'indemnisation et de limite d'exposition du public, soit 1 millisievert. Ces résultats sont le fruit d'un travail simple de validation qui est fondamental dans toute discipline scientifique et que le CIVEN, malgré la présence d'experts en son sein depuis sa création, n'avait jamais entrepris. Ce travail, il aurait pu être fait déjà il y a 10 ans. La méthodologie du CIVEN, présentée comme une démarche scientifique avec des données sérieuses et validée par les plus hautes autorités, est tout bonnement une farce. Pour renverser la présomption de causalité inscrite dans la loi Morin, le CIVEN doit aujourd'hui établir que la dose annuelle reçue par un demandeur est inférieure à 1 millisievert. S'il ne le démontre pas, la demande doit être acceptée. Pour faire cette démonstration, le CIVEN dit toujours privilégier l'approche qui permet de garantir que la limite de dose d'1 millisievert n'a pas été dépassée. Nos travaux montrent que ce n'est pas le cas. Les doses retenues par le CIVEN et qui sont qualifiées soit d'enveloppe ou même par certains de maximalistes ne le sont pas. Pour un essai comme Centaur de 1974, qui concerne le plus grand nombre, les doses reçues par la population locale sont de l'ordre d'1 millisievert. Compte tenu des incertitudes associées, qui sont en grande partie irréductibles, il est impossible de prouver que les gens n'ont pas été exposés à une dose supérieure à 1 millisievert. Je le répète depuis 3 ans. C'est la 3e fois que je le dis à l'Assemblée nationale. L'IRSN vous l'a confirmé lors de leur audition la semaine dernière.
C'est la preuve, mesdames et messieurs les députés, que votre commission commence déjà à porter ses fruits. Je vous souhaite de pouvoir mener vos travaux à bout, en toute transparence, avec le concours de tous les services de l'État concernés, même ceux qui ont jusqu'ici parfois refusé de se remettre en question suite à ces révélations. Que les institutions de l'État aient pu passer sous silence, mentir ou faire preuve de négligence face aux conséquences des essais nucléaires dans les années 60 et 70 est une chose grave et bien sûr regrettable. Que ces pratiques puissent continuer aujourd'hui est tout simplement inacceptable. Je me tiens donc à votre disposition, non seulement pour répondre à vos questions aujourd'hui, mais aussi, si vous le souhaitez, pour commenter ou vous donner mon avis indépendant sur tout document ou rapport scientifique qui vous sera remis au cours de vos travaux. Je vous remercie. Monsieur Status, vous voulez compléter ou prendre la parole aussi? Oui. On avait prévu une intervention à deux voix. Donc, Très bien, parfait, allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Messieurs et Mesdames les députés, je tenais d'abord à remercier les membres de cette commission d'enquête parlementaire de nous recevoir. Être entendu par les membres de la représentation nationale est un honneur, je pense, que nous mesurons avec Sébastien, et je ne pense pas que nous aurions rêvé à un tel dénouement quand nous avons embarqué dans ce travail il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Je le dis avec une solennité d'autant plus importante que je pense sincèrement que vous pouvez réellement changer les choses en ce qui reste une histoire méconnue. Avant toute chose, je voudrais rappeler, comme vous me le permettez aujourd'hui, de rappeler que Toxic, le nom de l'enquête en français, ou Mororoa Files en anglais, est une aventure collective. Nous avons bien sûr tous les deux joué un rôle moteur, et c'est pour ça que nous avons signé le livre Toxic, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé sur ce projet. Certains ne sont pas avec nous, ne sont pas parmi nous cet après-midi. Je pense au rédacteur en chef de Disclose, bien sûr, le média au sein duquel est née l'idée de cette enquête, mais aussi l'équipe d'interprètes, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, autour par exemple d'un chercheur qui s'appelle Nabil Ahmed, dont le travail en sciences criminalistiques a été un des moteurs et une des directrices de ce travail. L'idée était de faire dire à des documents sur les essais nucléaires, Sébastien en a parlé précédemment, qui ont été déclassifiés, des choses qu'on ne leur avait jamais fait dire, des choses qu'ils n'avaient jamais dit, ou plutôt des choses qu'on n'avait jamais voulu leur faire dire. Avec les conclusions qu'on connaît, Sébastien l'a rappelé, une sous-estimation de l'ordre jusqu'à 10 fois de l'exposition des populations civiles pour les 6 essais les plus contaminants. Sébastien aura l'occasion d'en parler plus longuement et dans des termes bien plus savants que les miens. Pour ma part, j'aimerais rappeler aussi quel est l'objet de Toxic plus largement, au-delà de ces estimations. Son objet, c'était de raconter un choc technologique, social, environnemental, sanitaire, provoqué par le développement d'une arme dont la puissance dépassait tout ce qui était connu, et une population civile de l'autre qui, il faut le dire, n'avait pas vraiment son mot à dire. C'est aussi pour cela, je pense, et il faut le rappeler, que l'histoire du nucléaire est si vivace en Polynésie française. J'ai pu le constater sur le terrain. Le pays tel qu'il est structuré aujourd'hui, l'enchevêtrement de ses rues, l'agencement des bâtiments, le tracé des routes, le maillage entre ces poussières d'îles étendues sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, beaucoup de ces choses-là datent de la période des essais nucléaires. À Papeete, Mangareva, Haotuleya, Mura, le nucléaire, les essais nucléaires, c'est une histoire aussi intime. Et je dirais la même chose pour les travailleurs hexagonaux, les militaires ou les ingénieurs qui ont travaillé au centre d'expérimentation du Pacifique. Je ne les oublie pas. Je sais quelle importance ils ont eu pour la visibilité de cette cause et combien certains d'entre eux sont morts sans vouloir parler. Raconter ce choc, c'est raconter comment l'État français a traité la Polynésie comme un territoire vide, tout destiné à son dessein atomique. Comment parfois il a négligé les risques. Comment à d'autres occasions il n'a pas jugé nécessaire d'appliquer à tous les précautions qu'il appliquait à certains. Comment certains disposaient d'un abri et d'autres pas. Comment d'autres disposaient de suivi radiologique et d'autres pas, de protection et d'autres pas. Comment il a fasciné le territoire à sa guise, élargi les passes des atolls, bousculé la géographie. C'est aussi ça, en fait, le choc des essais nucléaires. Toutes ces choses qui forment le quotidien d'une vie rappellent aussi à tous ces citoyens français aujourd'hui les longues années de mensonges. Sébastien l'a rappelé, car oui, certaines autorités françaises ont menti. Elles ont menti longtemps avec persistance et obstination. Et Toxic raconte aussi cela. Le livre rappelle les interviews où on jurait que tout était sous contrôle, que rien ne permettait de dire que les populations étaient en danger, alors que dans le secret d'un laboratoire ou d'une salle de réunion, on alertait sur la contamination. On observait sa dissémination à petit feu dans toute la population. On mesurait les niveaux de radioactivité dans des citernes d'eau de pluie consommées par des habitants, sans rien faire, sans rien dire. Toxic raconte les militaires à qui on demandait de brosser les contours des atolls atomiques à coups de balai pour faire descendre la radioactivité et respecter le calendrier du tir. Les aviateurs qui passaient dans les nuages pour prélever des poussières nécessaires à une meilleure compréhension de la bombe, les appelés du contingent qui illustraient le pont des bateaux, les amiraux qui se félicitaient que leurs équipages soient passés dans une zone où la radioactivité était plus importante que prévu, comme un galon que l'on porte au revers de sa verse, et peu importe la contamination et peu importe les conséquences. Mais Toxic, il faut le rappeler, ce sera mon dernier point, n'est pas uniquement un essai d'histoire. Notre enquête raconte l'actualité, comment toujours aujourd'hui on empêche la possibilité d'une expertise indépendante sur ce qui s'est passé il y a près de 60 ans.
On a longtemps peu débattu des effets néfastes des expérimentations atomiques, il faut le rappeler ici dans cette commission. Cet écran de fumée, je pense, est d'autant plus insupportable, j'en reviens aux conclusions de Sébastien, quand il s'agit d'estimer à quel point les habitants de Polynésie française et les militaires, mais aussi tous les contractants du CEA, ont été contaminés par les essais. En 2010, par la loi Morin, le législateur a prévu de reconnaître le préjudice vécu par les témoins bien malgré eux de la bombe et tous ceux qui ont travaillé à son exécution, et de les indemniser. Un budget a été provisionné, et malgré tout, les premières années, plus de 95% des demandes ont été rejetées. Pourquoi ? Aujourd'hui, nombreux sont encore rejetés sans que les autorités compétentes ne produisent les éléments de preuve qui permettraient au requérant de contester son analyse. Aujourd'hui encore, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui livre les estimations de doses qui permettent de dire, en vertu du mécanisme de compensation, qui est une victime et qui ne l'est pas, à partir du document qu'il est souvent le seul à pouvoir voir. Ce n'est pas rien de dire qui est une victime et qui ne l'est pas. Ce n'est pas juste une question d'argent et c'est souvent à ça qu'on a voulu limiter le débat. Dire qui est une victime, c'est une grande responsabilité, un grand pouvoir, je pense, mais c'est aussi être en capacité de faire beaucoup de mal, et je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Voilà, à mon sens, la tâche qui est la vôtre, mesdames et messieurs la Commission, monsieur le Président, madame la rapporteure, aider à faire la lumière sur une histoire encore brumeuse, et surtout, mesdames et messieurs les députés, ramener un peu de contre-pouvoir, vous qui êtes élus par les citoyens, pour agir au nom de l'intérêt général. Une tâche large et complexe, mais j'ai de l'espoir, je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Pendant les quelques secondes qui restent, j'aimerais aussi rappeler quelque chose. Sébastien et moi n'avons jamais prétendu avoir écrit sur une page blanche, et nous avons bien sûr bénéficié de l'expertise des gens, des témoins, des associatifs et des chercheurs qui nous ont précédés, et qui, à leur niveau, avec les outils et les accès qui étaient les leurs, ont aidé à faire naître ce sujet dans le débat public. Je pense évidemment aux Polynésiens, l'association 193, Moroa et Tatou, à John Doom, Roland Oldham, Bruno Barriot et Patrice Bouvray. Je pense aux membres de l'AVEN, Jean-Luc Sens en particulier, aux avocats ici et là-bas, Cécile Labruni, Philippe Neuffer, Jean-Paul Tessonnière et François Laforgue. Je vous remercie. Merci, messieurs. Tous les acteurs que vous venez de citer, ou à peu près tous, nous allons les auditionner, ou nous avons commencé déjà à les auditionner. Alors, avant de laisser la parole à Mme la rapporteure, donc, est-ce que vous pouvez répondre aux premières questions que je vous posais dans mon propos liminaire, notamment sur le CEA, le CEA qui a attaqué, on peut le dire comme ça, en tout cas répondu de manière assez virulente à votre enquête, et en rappelant à tous et à vous que nous auditionnerons le directeur du CEA, des applications militaires du CEA, le 12 juin. Donc, vous voyez, dans une quinzaine de jours. Donc, justement, votre réponse aujourd'hui nous est importante. Merci. Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait rappeler que assez vite, d'abord l'historicité, on va dire, de cette réponse du CEA qui a été annoncée à de nombreuses reprises. Donc, assez vite, quand Toxic sort, une des premières réponses de la table ronde de Recotica qui est organisée à Paris est de dire, le CEA dit, nous allons produire, les autorités compétentes, nous allons produire à l'issue du processus de déclassification, mais aussi à côté de cet effort-là, un livre plus didactique, on va dire, sur le sujet, avec l'idée que finalement, s'il y avait eu tant de réactions en Polynésie française de la part de la population, mais aussi dans l'Hexagone, c'était au final parce qu'on n'avait pas assez expliqué aux gens ce qui s'était passé. Par la suite, le directeur de sûreté pour les activités nucléaires de défense, le DSND, se rend à Mururoa et dit de la même manière que tout est faux, que nous allons répondre, etc. Ce qui est, et c'est à la suite de tout ce temps qui s'étire, je pense, quasiment sur une année et demie, que finalement le livre que vous montrez à la tribune est présenté. Tout en étant, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est précisé dans le livre que ce n'est pas une réponse à toxique, bien que évidemment le calendrier a évolué en parallèle avec les révélations que nous avons faites. Pour le reste, je pense que Sébastien a des réponses à vous apporter sur les points qui ont été soulevés par le questionnaire de Madame la rapporteure. Oui, alors pour ce qui est de la non-réponse du CEA de 2022, il y a quelques pages qui nous sont donc consacrées dans cet ouvrage et où on nous reproche certaines choses qu'on n'a pas faites du tout, en fait. Et pour moi, j'ai pas vraiment compris en fait comment cette réponse a été préparée et par qui. Puisque les résultats toxiques avant la sortie de cet ouvrage, enfin déjà quand Toxic est sorti, il y a un article scientifique en version auteur qui est mis sur Internet le jour d'après et qui est disponible pour tous, où on détaille en partie déjà les méthodologies et les résultats. Et ensuite, en 2022, cet article il est publié de manière ouverte, il est accessible à tout le monde, il détaille vraiment tout, point par point, tous les calculs, toute la méthodologie, tout ce qu'on a fait,
c'est explicite. Alors, ok, peut-être que l'article est écrit en anglais, et donc il y a un peu un problème. Mais bon, dans la littérature scientifique, tout est écrit en anglais. Et là, on nous reproche d'avoir dit, donc, ce qu'on a fait en particulier pour Centaure, on a dit le CEA a fait une erreur. A fait une erreur à un moment donné, quand la mesure du dépôt de la radioactivité au sol est faite, ils n'ont pas pris la valeur consolidée de toutes les retombées qu'il y a eu à la suite de Centaure. Cette question-là, on l'a vue et on l'a lue dans 3 documents déclassifiés différents. On ne l'a pas inventé, c'est écrit noir sur blanc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de nos travaux, il y a une équipe de l'INSERM qui fait la même chose, à qui on n'a jamais parlé, et qui sort aussi un papier sur les dépôts de la radioactivité suite aux essais nucléaires français à travers la Polynésie, une équipe qui est dirigée par le professeur De Watter, je crois que vous allez l'auditionner également, et qui trouve la même valeur que nous, demain, voilà, et qui trouve exactement la même valeur que nous. Le CEA a donc pris une valeur inférieure, et c'est à partir de cette valeur, elle est importante parce que c'est une valeur qui est très importante pour calculer les doses de tous les habitants qui vivaient dans la région de Papeete, ce qui est la partie de Tahiti où il y a le plus d'habitants. Et donc, quand on corrige cette valeur et qu'on suit la méthode du CEA, qui est aussi celle qu'on a appliquée au final, et on trouve que les doses ont été sous-évaluées. Donc, on a corrigé cette valeur. Dans la réponse du CEA de 2022, ils disent qu'ils ont pris une valeur de dépôt intégré qui est supérieure à la nôtre. Or, ils trouvent une valeur de dose qui est inférieure. Et c'est juste scientifiquement, en fait, pas possible. Si A est inférieur à B, que B est inférieur à C, C ne peut pas être inférieur à A. Enfin, je veux dire, c'est juste de la logique de base. Donc, je n'ai pas compris, en fait, cette réponse. C'est pour ça qu'en fait, notre réponse à nous, elle était simple, c'était de dire, en fait, c'est juste n'importe quoi. Si je me fie au questionnaire qui nous a été transmis, il y a un autre point, par exemple, que le CEA a avancé sur notamment ce qui s'est passé en 1966, sur la consommation d'eau de boisson, sur ce cas assez précis. Alors, le CEA, nous, ce qu'on dit, enfin, à vrai dire, ce qu'on dit, je me mets dedans, même si c'est Sébastien qui est l'expert en la matière là-dedans, c'est que ce dont on s'est rendu compte dans ces documents de 2006, c'est qu'on voit dans ces documents de 2006 les hypothèses de calcul. C'est-à-dire on voit à partir de quoi, effectivement, cette dose sur tout le corps de contamination est assise, finalement. Quelles sont les hypothèses? Et on se rend compte que pour cet essai précis, donc Aldébaran, le premier en 1966, il y a, en matière de consommation d'eau, qui est un facteur assez important finalement de la contamination, puisque Sébastien vous l'expliquera bien mieux que moi, mais la contamination en la matière en Polynésie française, c'est essentiellement de la contamination interne, c'est-à-dire en fait des choses qu'on mange, des choses qu'on boit. Donc l'eau est un élément très très important. Et ils disent, donc dans ces hypothèses, il y a 2 items pour l'eau. Il y a de l'eau de rivière, à côté de ce qu'on appelle le village de Rikitea, sur Mangareva, l'île principale de l'archipel des Gambiers. Et ensuite, il y a de l'eau en bouteille. Et il se trouve que nous, à partir de l'étude de rapport de l'Orstom, qui est un institut spécialisé sur l'eau, mais aussi de l'INSEE sur la consommation d'eau à l'époque en Polynésie française, on avait ce type de données effectivement dans les archives de l'INSEE, on voit que dans certaines parties de l'île, pas à Rikitea nécessairement, mais dans des villages un peu plus loin, je pense par exemple à Taku, qui est le village de l'autre côté de Mangareva, il y a des gens qui ont encore des citernes de récupération d'eau de pluie. Donc prosaïquement, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ont une citerne sur leur toit, et en fait, quand il pleut, effectivement, l'eau ruisselle et remplit la citerne que l'on consomme. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que... Et il y a effectivement dans les documents déclassifiés certaines valeurs qu'on imagine, en fait, les militaires, on avait une petite citerne effectivement à côté du bunker où ils faisaient les mesures, où il y a une valeur pour cette eau de pluie, c'est-à-dire cette eau de pluie chargée de poussière qui ruisselle, voilà, on a une valeur. Et donc à partir de là, il nous a paru plus juste, pour produire une estimation sur le sujet, d'inclure effectivement cette valeur de citerne pour calculer la dose. D'autant plus que moi, dans le travail de terrain qui a été le mien pendant 1 an aux côtés de Sébastien, moi j'avais interviewé des gens qui vivaient à Taku et à Mangareva à l'époque. Et les gens me racontaient évidemment, alors ça n'a de valeur que le témoignage, mais disons que ce faisceau de preuves à la fois produit par l'INSEE, par l'Orstom,
et aussi les chiffres qui étaient ceux du CEA dans les mesures qui ont été faites à l'époque nous semblaient suffisantes pour produire une estimation de dose avec inclus cette histoire d'eau de pluie. Donc le CEA nous répond oui, on inclut l'eau de pluie, mais en fait l'eau de pluie tombe dans les rivières. C'est ça qu'ils nous disent, prosaïquement le CEA. Ils nous disent pas on a inclus l'eau de pluie en tant que telle, comme dans une citerne. Comme l'eau tombait dans les rivières, de fait, on l'inclut. C'est ça qu'ils nous répondent. Et je rajoute juste une chose, c'est que pour cet essai en particulier, il y en a un autre rapport de CEA pour un autre essai de 1971, où là, ils la prennent en compte. Pour un essai différent, plus tard, mais pas le premier de 1966. Pardon. Donc c'est toutes ces inconsistances en fait, qu'on relève et qu'on corrige au fur et à mesure. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, je laisse la parole tout de suite à Madame la rapporteure, Marie-Hélène Redarbelot, pour une première série de questions, puis ensuite les députés. Yorana, merci Messieurs Philippe et Status d'avoir répondu favorablement à notre invitation et surtout à nous avoir présenté donc, le travail que vous avez fait. Vous avez pas mal déjà répondu à des questions que je comptais vous poser. Et alors, du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, un petit peu le côté de Toxique, en fait, l'ouvrage que vous avez donc coécrit, qui a beaucoup, enfin le plus intéressé, notamment les Polynésiens. Je suis députée de Polynésie et du coup polynésienne. C'est l'effet le tir Centaure, donc de 1974. Donc, on est sur la fin des essais atmosphériques. La France va passer à des essais souterrains. Ils le savent déjà depuis un petit moment. Donc, c'est dans ces conditions-là un petit peu que le tir Centaure est effectué. C'est un point quand même important à signaler. Et donc, j'aimerais que vous nous présentiez votre analyse sur ce qu'on peut peut-être appeler... Enfin, peut-être pas un accident nucléaire, mais en tout cas un scénario qui n'était pas du tout attendu. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre analyse, puisque ça aurait contaminé plusieurs îles à partir du 19 juillet 1974, et aussi présenter les conséquences pour les Polynésiens, en rappelant l'écart d'évaluation entre les données de votre enquête et rappeler encore celles publiées en 2006 par le CEA. Merci. Je vais répondre à cette question en premier. Donc, vous avez tout à fait raison. Le tir Centaure, il est en 1974. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a acté en juin de cette année, juste avant le début des essais nucléaires, que la prochaine année, les essais seraient souterrains. Quelque chose qu'on voit dans les documents déclassifiés, c'est que c'est même écrit plus ou moins noir sur blanc, je pourrais ressortir la citation exacte, que le calendrier est tellement chargé qu'on pousse à bout les limites du système de sûreté et de sécurité, en fait. Parce on veut faire plein d'essais avant de passer au souterrain. Centaure va impacter l'île de Tahiti, les îles du vent et les îles sous le vent. Je vous ai partagé une carte aussi où vous pouvez voir la trajectoire du nuage. Alors, pour commencer, un premier point par votre question, ce n'est pas la première fois que Tahiti est directement impacté par une retombée d'un essai nucléaire. La première fois, ce sera l'essai Sirius en 1966. Malheureusement, cet essai Sirius de 1966, les documents précis, les rapports de ce tir des deux entités qui sont responsables de faire les mesures de radioactivité dans l'environnement et dans les aliments, ces rapports sont, à ma connaissance, sont toujours pas publics. Donc l'essai Centaure, c'est pas la première fois. Il y a un essai aussi qui s'appelle Pallas en 1973 où il y a le même scénario en fait. Le vent pousse le nuage radioactif dans cette direction qui part en direction du nord-ouest. Mais à la dernière minute, il tourne et il arrive sur les îles australes. Donc c'est pas vraiment un scénario qui est unique en fait, en son genre. C'est quelque chose qui est soit arrivé, soit presque arrivé déjà. Par contre là, ce qui va être unique en juillet de cette année-là, c'est que donc le test a lieu,
les retombées sont... Alors, avant chaque essai, en fait, on fait des calculs avec les prévisions météorologiques. On essaye de voir vers où la retombée va arriver. Juste avant le tir, la retombée est censée partir vers le nord et d'ailleurs impacter potentiellement Tureia et potentiellement Ao, mais à des niveaux qui sont considérés acceptables. L'ordre du tir est donné. Et là, les vents... alors, on ne sait pas si les vents tournent exactement ou si c'est la hauteur du champignon atomique qui n'atteint pas la hauteur minimum prévue de sûreté. Mais à la hauteur à laquelle il s'élève, en fait, les vents sont très rapides et poussent le nuage directement en direction de Tahiti. Il y a une première île, et je crois que c'est Tématangi sur la carte, si je ne dis pas de bêtises, mais je revérifierai mes notes et on les donnera dans nos réponses écrites, où il y a une équipe de militaires qui fait des mesures d'ambiance radioactive de l'environnement qui est évacuée en hélicoptère. Et ce nuage, il se dirige doucement vers Tahiti pendant presque 48 heures, en fait, pendant 2 jours. Et il va arriver sur l'île, et il va se passer 2 choses. La première chose, il arrive de plein fouet, en fait, directement, et en même temps, ce jour-là, il se met à pleuvoir. Donc non seulement la radioactivité, les particules radioactives qui sont dans l'air de ce nuage, qui sont en train de retomber par terre, tombent sur Tahiti, les îles du vent, mais aussi les îles sous le vent. Mais la pluie accélère, en fait, nettoie ce qui est dans l'atmosphère et fait tomber la radioactivité de manière encore plus forte sur certaines parties de l'île. Et c'est pour ça que quand on regarde la carte des retombées de l'île, et c'est la prochaine diapositive que j'ai partagée aussi, quand on regarde la carte de gauche, qui est la carte originale de 1974, on voit que les services du SMSR à l'époque donc se sont rendus compte qu'il y avait eu des retombées, et ce qu'on suppose très certainement ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris leur voiture et un compteur gamma de radiation, et ils ont fait le tour de l'île et ils sont arrêtés au bord de la route pour faire la cartographie de ce qui était tombé. Ils ont fait une cartographie relativement précise. Et cette carte de 1974, elle est publiée par la France pour la première fois en 1997. Elle est donnée, elle fait partie de documents qui ont été fournis par la France à l'Agence internationale d'énergie atomique après la fermeture du site du centre d'expérimentation du Pacifique. Et cette carte qui est donnée en 1997, elle a été modifiée légèrement. Il y a des valeurs, certaines valeurs hautes qui ont été enlevées, et il y a des valeurs qui semblent parmi les plus basses, mais qui concernent la majorité des habitants qui habitent à Tahiti, qui a été modifiée par rapport à la carte initiale. Par exemple, dans la région la plus peuplée, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à Maïna, donc c'est au nord de la partie qui est la plus grande de l'île, vous avez un 1. Ça correspond en fait à ce que vous appelez le PCR, le poste de contrôle de radioactivité. C'est l'endroit où on avait les instruments les plus précis et où on recueillait les particules radioactives qui tombaient. Et donc ensuite, ils ont essayé de faire le tour de ville en voyant quel était le rapport entre l'endroit où ils mesuraient au bord de route et la station de Maïna. Et donc on voit que ça va entre 10 fois moins que Maïna, mais jusqu'à 10 ou 11 fois plus que Maïna. Et pour la partie la plus peuplée, où on a cet arc qui dit de 0,1 à 0,3 dans la carte originale de 74, ça se transforme en 0,1 à 0,2 dans la carte de 97, qui est ensuite reprise par le CEA en 2006 dans ses rapports de reconstruction dosimétrique, qui ne sont du coup jamais validés par l'AIEA, et qui est la base en partie en fait, des reconstructions de doses qui sont utilisées par le CEA aujourd'hui. Donc il y a eu ces erreurs-là qui se sont glissées dans l'analyse du CEA. Il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est que pour la station de Maïna, donc on a des graphiques dans les documents déclassifiés, et je serais heureux de les partager avec vous aussi, parce qu'ils sont disponibles, ils sont même sur le site Mémoire de l'Homme aujourd'hui. En fait, même les documents qu'on a rendus publics en fait, ont été
copiés et mis sur le site du ministère de la Défense. Ce sont exactement les mêmes. Certains ont encore mes commentaires dans les PDF. On voit qu'il y a eu donc, des mesures de radioactivité sur plusieurs jours, et c'est celle-là qu'il faut additionner, mais correctement, en prenant en compte la décroissance radioactive et calculer des doses, par exemple, de rayonnement au niveau du sol sur une durée de 6 mois. Et là, il y a eu encore une erreur du CEA qui était faite, qui a été de prendre juste le tout début de la retombée, ce qui fait que quand on additionne toutes ces erreurs, en fait, plus une dernière potentielle qui est que ces mesures du bord de route, on a un document qui nous dit que quand on s'écarte du bord de route, elles augmentent. Potentiellement de 30%. Mais ça, c'est pas pris en compte non plus dans les calculs du CEA. Donc quand on prend tout ça en compte, on se rend compte que les doses qui sont censées s'appliquer à cette population qui est la plus nombreuse de Tahiti, donc presque 70 000 ou 75 000 personnes, en fait, a été sous-estimée d'un facteur de 2,5 fois, ce qui fait que pour toutes les classes d'âge, allant d'un enfant ou un bébé né en 1974 jusqu'à une personne adulte, tout le monde a pu recevoir une dose supérieure au seuil d'indemnisation aujourd'hui. Et c'est ça qui est détaillé dans l'article scientifique aussi, c'est ça qu'on reporte déjà dans Toxic. C'est ça que maintenant tout le monde en fait peut vérifier. Parce que tous ces calculs, tous ces documents, tout ça est public pour la première fois. Et ce n'est pas des calculs hyper compliqués. On parle de corriger et de faire des multiplications. Donc c'est pas hyper compliqué. Donc on a corrigé tout ça. Et on s'est aussi rendu compte que pour d'autres îles, qui sont donc les îles, d'autres îles de la région, les documents déclassifiés montraient aussi qu'il y avait eu des retombées, les îles sous le vent. Il y a Moorea et puis les îles sous le vent. Et là, il y a les cartes. La même chose s'est passée. Les services du SMSR sont allés et ont mesuré les dépôts au sol au bord de route. Mais là, il n'y a jamais eu d'analyse pour ces îles-là. Ça n'a jamais été réanalysé en 2006. Et en l'occurrence, étant donné les taux de retombées par rapport à la station de Maïna, qui est la référence, on ne peut pas, en gros, dire qu'il n'y a pas eu d'impact et qu'il n'y a pas eu un impact potentiel du même ordre de grandeur qui est 1 millisievert. Et qu'en prenant toutes les incertitudes qu'on devrait prendre dans ce genre de calcul, qui n'ont pas été prises en l'occurrence, il est impossible de démontrer que tous ces gens n'ont pas reçu une dose d'1 millisievert cette année-là. Et apparemment, tout ça est faux, mais bon, je pense que ce qui m'a, on va dire, ce que j'ai dit dans mes propos liminaires, c'est que, encore une fois, je ne suis pas tout seul. Il y a cette équipe de l'INSERM qui a vu aussi ces écarts-là de doses jusqu'à 2,5 de ces valeurs de dépôt. Et l'IRSN aussi qui dit exactement la même chose, qu'en fait, avec cet ordre de grandeur d'impact et les incertitudes en jeu de mesure et le très peu nombre de données auxquelles on a accès, il est impossible de dire si les gens étaient juste en dessous ou juste au-dessus. Et le CIVEN doit dire exactement qu'ils sont absolument en dessous pour leur refuser l'indemnisation, ce qui aujourd'hui devrait être simplement impossible, et en tout cas est scientifiquement faux, si c'est ça la charge de la preuve. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur le seuil. Donc, on parle du millisievert, qui est donc un seuil qui est dans la loi Morin. Enfin, en tout cas, la loi Morin a été complétée par la loi EROM qui a mis ce seuil pour en fait, l'acceptation ou pas du statut de victime d'une maladie radio-induite. C'est un des critères. Et lors de notre audition des représentants de l'IRSN, ils ont clairement défini ce seuil de 1 millisievert à l'année comme un seuil de gestion. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer, et on aimerait avoir votre analyse sur cette appellation, votre analyse de scientifique et d'investigateur. Et compte tenu des connaissances scientifiques actuelles aussi, ce seuil est-il pertinent, vous avez un petit peu déjà répondu, pour discriminer les victimes, faire un tri des victimes ou des non-victimes des essais nucléaires?
Si vous me permettez, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'intervention de Sébastien précédemment, mais vous allez voir, la réponse est liée évidemment à votre question. Juste pour expliquer les choses plus largement, en fait, ce qui a été prévu par le mécanisme d'indemnisation, ce n'est pas de dire avec certitude combien les gens ont été contaminés à tel ou tel été. Le jeu, c'est de dire est-ce qu'on est sûr à 100% qu'ils sont au-dessus ou en dessous de ça. Il faut, je pense, effectivement, c'est quelque chose, c'est une des confusions parfois dans les prises de parole. L'idée n'est pas de dire 0,85, etc. L'idée est de dire, avec une certitude suffisante, que l'on estime suffisante, que monsieur, madame est au-dessus ou en dessous de ce seuil. Et il faut le rappeler aussi que c'est même d'ailleurs ce qu'écrit le CEA dans ses rapports. C'est-à-dire qu'on a des rapports parfois, donc on parle de ces rapports de 2006 d'estimation de dose, ces rapports ont déjà été corrigés. Donc quand le CEA vous dit les rapports de 2006 sont la quintessence de nos expertises sur la sûreté radiologique, ils ont déjà été amendés en 2014, dans des rapports effectivement où on regardait est-ce que parfois il y avait eu un accord, etc. Et je me permets de vous citer ce rapport qui parle effectivement de ce que Sébastien parlait, c'est-à-dire les rapports du SMSR et du SMCB, qui sont les deux unités mixtes en fait, du CEA et de l'armée, qui se promenaient pour faire des relevés à la fois sur les denrées alimentaires, mais aussi sur le vivant. Et ils disent dans ce rapport de 2014, les mesures de radioactivité effectuées dans les différents milieux et produits n'ont pas été réalisées dans l'optique d'estimer des doses, mais dans celle de déceler des situations radiologiques anormales. C'est exactement ce qu'ils disent. C'est-à-dire, il y a une incertitude liées à ces calculs-là. Incertitude, quand Sébastien le rappelait, aux différentes hypothèses qu'on prend. On peut parler aussi des instruments de mesure. Puis tout simplement, incertitude qui fait que parfois, on estime que les gens restent 6 heures dehors le jour du tir. Et s'ils sont restés 6h30, 7 heures, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'estimation? Donc l'idée est de produire des fourchettes, en fait, une estimation qui... L'idée est de juger, et c'est exactement ce qu'on a donné comme responsabilité, le législateur a donné comme responsabilité aussi même, d'inverser, en fait, si vous voulez, ce présomption de causalité entre l'exposition aux essais nucléaires et la maladie radioactive qu'on développe. Pour le reste, sur le 1 millisievert, je laisse le soin à Sébastien de répondre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Thomas vient de dire. Par rapport au seuil d'un millisievert, c'est donc aujourd'hui la limite d'exposition du public en France. C'est une dose qui est considérée comme étant faible, mais qui est faible et qui est là où elle est, dans un but d'essayer de protéger le public, bien sûr. Ce n'est pas une dose qui a un caractère scientifique, dans le sens où si vous êtes exposé à une dose en dessous, il n'y a pas d'effet biologique. Il y a une certaine limite, on va dire, à la connaissance exacte de ce qui se passe sur les effets des faibles doses aujourd'hui, mais l'hypothèse principale qui est reconnue d'ailleurs par l'IRSN, comme ils vous l'ont dit, mais aussi par l'Académie des sciences aux États-Unis, c'est de faire l'hypothèse de la relation linéaire sans seuil. C'est-à-dire entre 0 et 10 ou 0 et 100, en fait, on trace une droite, quoi. Il n'y a pas d'effet en dessous d'un millisievert. Ce qu'il faut rappeler aussi, et je vous trouverai la citation exacte, c'est ce seuil d'un millisievert, il découle en fait d'un processus on va dire, de régulation et scientifique internationale, de recommandation, on va dire, scientifique internationale pour la protection des populations. Mais le seuil d'un millisievert, il est considéré comme quelque chose d'acceptable pour des raisons assez précises. C'est-à-dire que c'est une dose, si elle est reçue par quelqu'un, c'est pas une dose forcément qui va apporter quelque chose de bénéfique à la personne, comme par exemple d'être acceptable. On peut avoir des doses plus hautes si on a un cancer et qu'on est soigné, parce que le bénéfice-risque est là. Pour les membres du public, on choisit cette dose très basse, on sait qu'il n'y a pas de bénéfice personnel d'être irradié à cette dose-là, mais il peut y avoir des activités sociétales qui sont bénéfiques à la société, et on accepte qu'il puisse y avoir cet impact entre 0 et 1. Sinon, on serait obligé de fermer certaines installations, quoi. La question, c'est est-ce que potentiellement ça s'applique aux essais nucléaires ou pas?
parce que la situation est quand même assez différente pour cette période-là. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Bien, on va prendre une première série de questions parmi les collègues députés. D'abord, Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime, vous interroge. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On est sur un sujet qui nous passionne. Si mon groupe a demandé une commission d'enquête sur ce sujet-là, et si peut-être le président Le Gac est président, c'est parce que déjà on a flirté tous les deux avec un sujet, il faut finir la phrase, qui est l'amiante. Et on a mesuré, on mesure toujours les difficultés de faire reconnaître l'impact sur les malades, etc. Très difficile. Et Myriana, quand elle a apporté ce sujet-là, il y avait une similitude incroyable, quoi. C'est-à-dire que... Et en plus, sur les essais nucléaires, on a choisi des sites, et dans le choix des sites, il y avait déjà peut-être dans le conscient ou l'inconscient, allez, je ne vais pas juger, on verra plus tard, mais le fait que peut-être c'est dangereux, et que peut-être il y a un impact sur les populations, et que peut-être vaut mieux le mettre loin de la métropole, et que peut-être tout ça. Et donc on part avec un a priori de risque. Et aujourd'hui, on commence à avoir des données, et vous y avez contribué, et on vous remercie déjà, parce que c'est donneur d'alerte et en même temps très documenté sur ce que vous avez fourni comme travail. Et ça commence à nous éclairer. Et moi, je partage avec vous l'idée qu'en dessous, on peut être contaminé parce que le corps humain, tous les corps humains sont différents et la réaction à une bactérie, un virus, un effet, c'est pas le même, c'est pas la même. Moi, je connais des gens qui ont participé de très très près aux essais nucléaires et qui ont passé les 80 ans et qui, pour l'instant, ont rien. Rien. Donc, comme quoi, mais vraiment, ils étaient à côté, quoi, à côté, sans protection, etc. Rien. Et d'autres qui ont subi les choses. Et moi, moi, je suis tenté de dire que dès lors, on n'est pas capable, je suis un peu comme vous d'ailleurs, dès lors, on n'est pas capable de prouver que les essais nucléaires ne sont pas responsables de la maladie radio-induite qu'ont les gens, bah, voilà, le doute doit profiter aux malades. Enfin, moi, c'est ma conception. Donc, et on doit porter le dossier et accompagner, et c'est plus qu'un dossier, la personne dans ses indemnisations, etc. Donc, on cherche ça. Alors, déjà, il y a eu la loi Morin, ça a été une bataille, cette loi avec l'AVEN, on était quelques députés à ramer à ce moment-là, avec Maxime Grémetz à l'époque dans mon groupe, etc., où on accompagnait l'AVEN dans ses démarches. Et bon, il y a déjà une loi. Et maintenant, c'est comment la loi donne un seuil. Comment on gère ce seuil. On a parlé avant de vous recevoir avec d'autres de ce que les gens mangeaient, du bénitier, où c'était la plus grosse concentration de radiation et qui était la nourriture principale des Polynésiens. Donc on se dit que les conditions étaient réunies pour faire ça. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu... Alors on a bien défloré le sujet. Vous arrivez, comme on avait tous pris connaissance de votre travail. Et après vous, on va recevoir des gens qui peut-être ont des infos qui n'ont pas été déclassifiées, mais qui pourraient l'être. On est une commission d'enquête. Donc à un moment donné, peut-être on peut avoir la possibilité d'aller chercher plus loin là où ce n'est pas déclassifié. On ne pourra pas nous accuser de vouloir fabriquer des bombes atomiques, on l'a déjà. Donc, bon, on peut le faire peut-être, on va voir. Mais qu'est-ce qui vous manquait, quoi, pour aller plus loin dans l'enquête? Quelles informations vous manquez? Qu'est-ce que vous diriez à la commission d'enquête? Il faut vraiment que vous alliez chercher dans cette direction-là. Il faudrait vraiment que vous trouviez le moyen. Vous avez commencé à le dire, hein, sur les documents originaux, etc. Il faudrait vraiment que vous trouviez le moyen d'obtenir, de lire tel document, etc. Moi, je suis très intéressé pour que, en fait, vous nous alimentiez aussi, c'est votre rôle d'alimenter une commission d'enquête sur... si on avait pu avoir accès à ce dossier-là, on aurait pu être plus précis, on aurait pu être... Enfin, voilà l'idée, quoi, de la question. Merci pour votre question, monsieur le député. Permettez-moi peut-être de faire un propos liminaire. Ensuite, Sébastien regardera un petit peu plus dans le détail.
ce qui est important de rappeler, c'est que quand on dit 2000 pages de documents déclassifiés, ça a l'air d'être énorme. Voilà, ils ont eu tout un tas de choses. Je ne sais plus combien exactement de kilomètres de linéaires ont été identifiés par la commission, par les efforts de la commission de déclassification à la suite de la table ronde sur le nucléaire qui a été appelée, comme vous le rappelez, Monsieur le Président, par le Président de la République. Donc il y a beaucoup de données. Et je dirais que principalement, il y a plusieurs endroits où, effectivement, nous, le travail est contraint. Le travail est contraint par le fait, par exemple, que, comme Sébastien l'a rappelé, on n'a pas les rapports de tir pour l'ensemble des tirs, effectivement, qui ont lieu aux périodes des essais atmosphériques. Schématiquement, ces documents sont un peu toujours de la même sorte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un rapport père ou mère, peu importe si on décide si c'est féminin ou masculin qui domine, mais qui est fait en général par le SMSR et le SMCB, c'est-à-dire ces deux services mixtes de l'armée et du CEA. Puis ce rapport, en fait, est traduit en fonction des différents interlocuteurs à l'envoi, donc soit la DIRSEN, le CEP, effectivement, puis plus haut, peut-être dans l'appareil politique de l'État. Et évidemment, nous, ces documents, c'est principalement ces documents-là qu'on a. C'est-à-dire qu'on a souvent le premier rapport, puis sa traduction en fonction de l'État à qui on l'envoie. On n'a pas l'intégralité de tous ces rapports. Donc, comme l'a dit Sébastien, il y a des exemples où effectivement, Sébastien parlait de Pallas et de Sirius, on a été bloqué par le fait qu'on n'a rien à comparer, puisqu'on n'a pas les rapports de tir, et puis on n'a pas aussi les rapports d'expertise que le CEA a fait, puisque, encore une fois, le CEA n'a fait ce travail de réestimation de doses à notre connaissance, encore une fois, que pour les 6 essais les plus contaminants. Donc moi, de manière liminaire, je pense que ces documents sont assez importants. Et il faut rappeler quelque chose. S'il y a eu un effort de déclassification indéniable, sur lequel on peut penser ce qu'on veut de la part de l'État, notamment du part du ministère des Armées, de toutes ses composantes, mais aussi du ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas le cas du commissariat à l'énergie atomique. À ma connaissance, je ne crois pas que le comité de déclassification, effectivement, qui a été monté à la suite de cette table ronde du nucléaire ait visité les installations du commissariat à l'énergie atomique. Et à ma connaissance, je crois qu'on est sur une centaine de documents, peu ou prou, qui ont été versés par le CEA sur le site de mémoire des hommes. Avec, effectivement, Sébastien l'a dit de manière liminaire, souvent ce sont nos documents. Vous allez me demander pourquoi on le sait, parce qu'il y a des notes, effectivement, de Sébastien dedans. Et pour une note assez intéressante et dramatique, effectivement, de mesures de contamination des citernes d'eau, on en revient à l'eau de Thurien en 1971, ce service mix fait une liste d'enfants de moins de 7 ans pour lequel l'impact, effectivement, radiologique pourrait être assez important. Ce document, on a décidé de biffer les noms, de ne pas mettre les noms, parce qu'on estimait qu'effectivement, on n'avait pas, quand on était victime d'avoir que ces documents soient publiés sur la place publique. Il me semble que ce document-là est publié tel quel sur Mémoire des Hommes, donc avec nous, effectivement, les bandes noires qu'on a mis sur les patronymes des différentes personnes. Donc c'est pour ça qu'on le sait avec certitude. Donc merci beaucoup pour cette question. Ces 2000 pages de documents, c'est moins de 200, c'est à peu près 200 documents qu'on a pu étudier. Ils ne sont pas tous entièrement déclassifiés. Il y a des pages qui ont été protégées. Certaines, je pense, pour des bonnes raisons, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons pour éviter que certaines informations sortent. Pas forcément toutes. Quand j'ai réétudié les calculs du CEA et que j'ai essayé de retrouver une à une les données qu'ils ont utilisées dans les documents déclassifiés, il y a des données pour lesquelles je n'avais pas les documents. Donc ils sont encore... ils étaient à l'époque pas disponibles. Et mon hypothèse, c'était d'accepter que les calculs étaient corrects et que ces valeurs étaient correctes. Mais je n'ai pas pu tout vérifier à 100%. Donc ce que j'ai vérifié et qui n'était pas bon, j'ai corrigé. Comme vous le savez, la période des essais nucléaires, si on veut la couper, on peut la couper en deux. 1966, en Polynésie en tout cas, 1966 à 1974 sont les essais atmosphériques, donc où les retombées naviguent avec les vents et atterrissent dans la récupération de l'eau de pluie qui est laissée... dont on laisse les enfants boire l'eau sur plusieurs semaines en le sachant. Enfin, ça, c'est toujours quelque chose pour moi qui a été assez difficile, je veux dire. Mais en 74, on arrête les essais atmosphériques. On repart à partir de 75, ce sont les essais souterrains.
Et donc ça, je pense qu'il faudra le valider avec les archivistes. J'espère que vous allez aussi en auditionner. Mais de mémoire, la plupart des documents en fait, doivent être automatiquement accessibles 50 ans après qu'ils aient été écrits. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en 2024. On est presque à l'essai Centaure du 17 juillet 1974. Donc tous les documents des essais atmosphériques devraient être accessibles. Absolument accessibles aujourd'hui. Vous devriez les demander. Tous les documents du SMSR et SMCB, ils devraient être demandés. Un point important, dire que des documents, ça veut dire quoi des documents accessibles aussi? Ça veut dire, est-ce qu'il faut aller au fort de Montrouge un par un voilà, ou est-ce qu'il faut continuer le travail qui a été commencé notamment par les archivistes du service historique de la Défense, qui ont mis au moins leurs inventaires en ligne et certains documents en ligne, et de lancer une campagne de digitalisation massive pour que ces documents en fait, ils soient accessibles et qu'ils le restent accessibles et disponibles pour les chercheurs, les scientifiques, les historiens, peu importe. En tout cas, cette période-là, elle est censée s'ouvrir complètement, même tout simplement naturellement. On n'est même pas censé, enfin, je ne sais pas, les demandes de dérogation, elles devraient pas toujours s'appliquer à ces documents-là. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas toutes les règles et les arcanes des règles par rapport aux archives. Nous, en tout cas, on a une liste. Et je suis heureux de la partager avec vous. Il y a une liste, bien sûr, de documents que je serais très intéressé. Une des premières choses que j'ai faites, en fait, quand j'ai reçu ces documents, c'était un dossier avec plein de PDF. Ils n'étaient même pas organisés. Donc, j'ai dû les organiser. J'ai vu quel document référait à quel autre. Et certains documents sont cités dans les documents qui ont été déclassifiés. On a les noms, on a les numéros. On sait quel rapport de tir exact on a pour lesquels et ceux qui manquent. Ça, on a une liste et on peut la donner. Et ces documents-là devraient aujourd'hui être disponibles. Après, il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Je veux dire, évidemment, il y a dû y avoir ce qu'on appelait des rapports sociologiques, par exemple, des services de renseignement à l'époque sur le terrain. Il y en a certains qu'on connaît qui ont été évoqués. Je pense aussi aux archives médicales du service médical des armées, effectivement, qui n'ont jamais été déclassifiées. Alors pour d'autres raisons, hein, une raison aussi de confidentialité des données médicales. Mais disons qu'il y a effectivement, et puis évidemment, tout ce qui concerne les cabinets ministériels, puisque, comme je vous le rappelais, il y a les documents navigués en fonction du niveau de classification et du niveau de détail. Évidemment, plus on partait d'une expertise scientifique, plus ils étaient détaillés, puis ils montaient effectivement pour toucher les autorités. Donc, à vrai dire, la liste de courses, si vous me permettez de parler aussi de manière aussi détendue, elle peut être assez longue, parce qu'à vrai dire, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les données, sans compter que, et je le rappelle encore une fois, désolé d'être un peu pointilleux, à ma connaissance, je ne suis pas sûr que le commissariat à l'énergie atomique ait fait un inventaire de ses propres archives. Donc, encore une fois, c'est impossible pour nous de répondre et de manière exhaustive à cette question. Pardon, et je rajoute sur ce dernier point pour les documents du CEA en particulier, et je crois que quelqu'un l'a déjà mentionné, mais il n'y a même pas de salle de lecture en fait, donc on ne peut même pas faire la demande d'avoir accès à des documents puisqu'il n'y a pas de salle pour les consulter. Donc voilà. Très bien, je vous remercie, c'est clair. Monsieur Gonzalez, député des Bouches-du-Rhône, a une question. Chers collègues, je vous laisse la parole. Une question pour le moins. Merci, Président, Madame la rapporteure, messieurs. Tout d'abord, excusez-moi pour mon léger retard. Il y avait un vote important dans l'hémicycle. Alors, nous auditionnions la semaine dernière des représentants de l'IRSN qui nous ont exposé dès lors que le risque était minime et surtout maîtrisé. Le fameux RAS, qui signifie plutôt circuler, il n'y a rien à voir. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Depuis la parution de votre livre, les révélations que vous y faites et les nombreux travaux que vous avez faits semblent prouver que le gouvernement savait et qu'il a menti, du moins par omission. Pouvez-vous affirmer que le gouvernement actuel continue de cacher la vérité ? Ensuite, si vous le permettez, une autre question subsidiaire. Dans votre livre, vous établissez les comparaisons avec des doses encaissées à Hiroshima, Fukushima et Tchernobyl. Pouvez-vous nous en dire un mot pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de lire votre livre, de votre ouvrage, ou de le lire en diagonale, comme je l'ai fait moi-même ? Je dois m'arrêter là, Président.
D'accord, merci. L'État français était-il au courant des risques qu'il faisait peser sur la population civile au moment des essais nucléaires, mais surtout sur les militaires? Et ensuite, la population de Tahiti et de ses environs a-t-elle été plus touchée que ce que le gouvernement français a bien pu l'affirmer? D'autres zones géographiques sont-elles également concernées? Quelles conséquences sur l'indemnisation des victimes? Je m'arrêterai là, merci. Merci, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le député, pour vos questions. Par rapport aux déclarations de l'IRSN, j'ai suivi leur audition. De mémoire, ils n'ont jamais réévalué les doses et l'impact de 1966 à 1974. Ils ont laissé le CEA le faire, ils n'ont pas touché. Ils ont fait la période des essais souterrains, donc pas quand il y avait des retombées directes. Je pense que dans leurs propos, ils ont expliqué que les doses qui étaient en jeu ils sont considérées comme des doses faibles. Je pense pas je me rappelle pas de mémoire qu'ils aient dit que les risques étaient maîtrisés. Je pense pas qu'on puisse de toute façon dire ça, puisque quand on fait exploser une bombe atomique et qu'on a un champignon atomique et toute cette radioactivité qui part dans l'air et qui se déplace au gré des vents, en fait, on contrôle rien, quoi. On contrôle rien, hein, on n'a pas de... Enfin, on peut essayer de voir où est-ce que ça va partir, mais à l'époque, les services météo, on n'avait pas les calculateurs qu'on a aujourd'hui pour faire des prédictions très éloignées. Hein. Il y avait un petit calculateur au CEA pour les essais atmosphériques, qui était une machine IBM qui avait été fournie par les Américains, d'ailleurs, pour faire des petits calculs à 6 heures, à 12 heures, à 18 heures, à 24 heures, grand maximum, quoi. Et après, ça s'est amélioré au fur et à mesure. Donc, la maîtrise, on ne maîtrise jamais tous ces risques-là, de toute façon. Les risques par rapport aux populations, ils étaient connus, absolument. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y a eu plein d'essais atmosphériques avant. Quand la France reprend les essais en 1966, il y a déjà un traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère qui a été co-signé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, et ce qui était un des premiers grands traités, même de protection environnementale, qui a jamais été fait aux Nations Unies. Et c'était à la suite d'exposition de population et de pêcheurs japonais, etc., dans les années 50, à la suite d'essais américains. Donc on sait ça. Moi j'ai déjà vu des documents d'archives où clairement on sait, les derniers essais qui sont faits en Algérie sont des essais souterrains. Donc on fait le choix de repasser à l'atmosphérique en sachant qu'on peut exposer les populations. On sait quelle population vit où exactement autour du site d'essai. Donc ces risques-là sont connus à l'époque. Quand on parlait des archives du service de santé, le service de santé des armées, c'est pas que des dossiers individuels, dossiers médicaux qu'on doit garder secrets pendant 100 ans. Il y a des documents aussi qui sont cités dans les documents qui étaient déclassifiés du service de santé des armées, où ils proposent des calculs de doses rapides ou des méthodes d'estimation rapide de risque pour les populations. Et ces documents-là, on n'en a jamais eu accès, donc on sait qu'ils existaient, qu'il y avait cette réflexion-là qui avait lieu déjà à l'époque. Ensuite, bien sûr, pendant 30 ans, on a dit et répété souvent, on a entendu dans le discours politique qu'il n'y avait pas eu que les essais étaient propres et qu'il n'y avait pas de risque. Et je pense que ça, c'est quelque chose que notre président actuel a dit dans son discours de Papeete en 2021, clairement, qu'on ne pouvait pas dire que les essais étaient propres, clairement, et que tout devait ouvrir, et que tout devait être mis sur la place, disponible en tout cas. Et est-ce qu'on minimise ces risques aujourd'hui et est-ce que le gouvernement les minimise? Je pense pas. Je pense que la question aujourd'hui qu'on a nous démontré, c'est que toute la population, presque toute la population polynésienne, une grande partie a été exposée par les essais atmosphériques à une valeur potentiellement supérieure au seuil d'indemnisation. La valeur du 1 millisievert, pour revenir un petit peu à ce que Madame la députée a dit, elle est uniquement là aujourd'hui pour limiter l'assiette des indemnisations et qui
qui a le droit et qui n'a pas le droit. Okay. Donc si vous prenez cette limite du 1 millisievert aujourd'hui et que vous prenez les données du CEA, c'est à peu près, ça concerne à peu près 10 000 personnes en fait. Il y a 10 000 personnes qui ont été exposées selon les chiffres du CEA au-dessus d'1 millisievert potentiellement. Et si ces 10 000 personnes ont un cancer, ils pourront aller voir le CIVEN et demander une indemnisation. Nous, ce qu'on a montré, c'est que ce n'est pas 10 000, c'est potentiellement 110 000. Voilà. Et que, comme l'IRSN l'a confirmé, on ne pouvait pas, en gros, garantir que ces personnes n'avaient pas reçu cette exposition. Donc, ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Le CEA le sait parce qu'ils savent lire les publications scientifiques. L'IRSN le sait puisqu'ils ont dit qu'ils avaient lu mes travaux. Donc, tout le monde est au courant. Et le CIVEN le sait aussi, et je vais le dire aussi, parce que j'ai écrit une attestation sur l'honneur aussi pour une personne qui a eu un cancer et qui était exposée à Tahiti pendant cette période-là. Et donc, ils ont lu mon attestation, mon mémoire et mes documents. Merci, monsieur le député, pour vos questions. Moi, pour apporter quelques éléments de réponse, vous avez aussi posé la question de savoir si d'autres zones avaient été impactées, effectivement. Et ce qui est intéressant quand on regarde effectivement les archives, moi, une partie de mon travail a été d'enrichir, en fait, si vous voulez, cette archive initiale en fait, sur laquelle on a travaillé, d'autres documents de différents ordres, effectivement. Et quand on regarde, et par exemple, j'ai fait quelque chose lorsque je me suis rendu en Polynésie française, je suis allé aux archives de la dépêche de Tahiti, et je me suis amusé à regarder les archives depuis 1966 de tout ce qui était publié autour des tirs. C'était un sujet de relations internationales assez important où, évidemment, certains pays, je pense aux pays, par exemple, de la zone possible de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais aussi des pays de l'Amérique du Sud, s'inquiétaient d'éventuelles possibles retombées sur ces zones-là. Et le même commentaire peut évidemment s'appliquer, on n'a pas parlé, ce n'est pas l'objet de cette commission d'enquête parlementaire, mais aux essais en Algérie. De la même manière, il y a des chercheurs, je crois, des travaux qu'on a pu voir ou qui ont été cités dans la presse, notamment sur les conséquences sanitaires éventuellement en Libye ou dans tous les pays voisins de l'Algérie. Si vous me permettez de revenir sur le risque, quand vous dites le risque est minime, effectivement, je ne sais plus si l'IRSN l'a appliqué effectivement ce vocable aux essais de 1966 à 1974, mais ce qu'il faut rappeler, et monsieur le député l'a rappelé précédemment, c'est que le seuil de tolérance en fait à la contamination, et ça je l'ai appris au contact de Sébastien, je suis journaliste, je ne suis pas un spécialiste en radioprotection, mais il faut rappeler aux gens qui sont parfois un peu profanes sur le sujet, c'est que c'est pas un seuil, si vous voulez, automatique. Il y a des effets automatiques effectivement de la contamination à des effets beaucoup plus importants, mais ça reste quelque chose qui est dépendant de tout à chacun. On peut être en dessous de 1 millisievert et développer potentiellement des maladies radio-induites. Et de la même manière, on peut être au-dessus et ne jamais en développer. Et le propre de ces maladies-là, donc les cancers qui sont listés par la loi Morin et qui sont indemnisés par le CIVEN, ce qu'on appelle des maladies sans signature. C'est-à-dire c'est impossible finalement de savoir effectivement qu'est-ce qui a provoqué quoi. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est est-ce que la probabilité, et c'est ce que fait le CIVEN, est-ce que la probabilité que ça a eu un impact et que ça a pu faire empirer les choses nous paraît suffisamment importante pour qu'on engage une indemnisation. C'est ça la question. À vrai dire, la question de savoir si elles sont causées ou non, ce n'est pas la question qu'on leur pose au CIVEN. Merci. Je laisse la parole à Mélanie Thomas, députée du Finistère. Chers collègues, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour vos interventions précédentes, chers collègues également. Je vais essayer de compléter par mes propos quelques questions. En tout cas, merci, messieurs, pour vos propos qui sont passionnants et en même temps empreints d'une gravité qui nous fait prendre conscience, évidemment, de ce sujet important. Vous avez parlé des profanes. Moi, je pense que je fais partie des profanes qui ne maîtrisent pas totalement ce sujet. Et en même temps, nous avons une immense responsabilité en la matière. Je suis députée du sud de la rade de Brest et donc de la base de l'île Longue où travaillent nos missiliers. Et évidemment, tous vos propos sont importants pour évidemment avoir une vue de l'histoire et de comment aussi on peut améliorer cette histoire et faire en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent pas pour les citoyens que nous représentons.
Dans l'épilogue de votre enquête, vous avez énoncé que l'expérience atomique en Polynésie française, elle repose sur le triptyque du secret, du mensonge et de la négligence. Et j'avais une question qui concerne la construction de votre enquête, qui rejoint sans doute celle de mon collègue Lecoq. Je voulais savoir, dans cette construction d'enquête, quel contact et échange avez-vous eu avec des responsables, tant politiques, civils ou militaires, quant à la déclassification de certaines archives? Et quelle fut la posture adoptée par ces responsables? Comment est-ce qu'on construit une enquête de ce type et dans quel type de dialogue? Est-ce que vos contacts étaient plutôt coopérants ou bien méfiants vis-à-vis de votre travail? Et selon vous, comment l'État pourrait aller plus loin dans la déclassification et la publication des archives relatives aux essais nucléaires? Vous avez proposé tout à l'heure une liste que vous pouvez tenir à notre disposition. Les représentants, par exemple, de l'association 193 nous ont fait part du fait que certaines données sanitaires sur les registres de cancer tenus par le ministère des Armées et le CIVEN n'ont toujours pas été publiées. Et l'installation d'une commission d'ouverture des archives des essais nucléaires en Polynésie française a-t-elle permis une évolution en la matière? Je vous remercie. Sur la méthodologie d'enquête, effectivement, on l'a rappelé de manière liminaire. En fait, je pense que rien ne se serait passé, effectivement, sans ces documents déclassifiés. Donc c'est ça, on le martèle, on le rappelle, mais c'est assez important. Et l'idée de notre coopération, les trois entités, donc pour dire simplement les journalistes, les chercheurs en physique nucléaire et aussi les gens qui font de la modélisation, c'était trouver une forme d'intersection entre les trois et d'apporter nos regards sur le sujet. Notre regard, il était un peu différent. Nabil Ahmed, par exemple, la personne qui bosse chez Interprète, dirait que tout document est un champ de bataille, c'est-à-dire analyser de manière méthodique et précise en fait tous les documents et leur faire dire effectivement la substance de ce qu'ils disent en vérité. Sébastien a fait un travail de réestimation, effectivement, comme il dit. Et moi, pour ma part, ça a été d'essayer d'enrichir en fait ces données, qui effectivement étaient une manne indépassable pour le moment, en fait, effectivement, de données sur le sujet, mais de l'enrichir de témoignages, d'autres documents, effectivement, qui permettent de raconter à la fois ce n'est pas couvert en fait par ces archives, mais aussi ce qui s'est passé après. Pour répondre à votre question, Madame la députée, j'ai parlé à beaucoup de gens. C'est plutôt moi. On a conduit des interviews ensemble, Sébastien et moi. C'était d'ailleurs assez intéressant méthodologiquement, puisqu'on n'a pas la même manière d'appréhender les gens, pas forcément les mêmes questions. Mais non, je ne dirais pas que j'ai trouvé des gens réticents. J'ai trouvé beaucoup de gens qui avaient envie d'en parler, pour le coup. Alors parfois avec des réticences, parfois avec de la pudeur. Je veux dire, encore une fois, pas différemment d'autres enquêtes. J'ai parlé à des gens de l'armée, j'ai parlé à des gens effectivement des différentes associations qui ont été citées. On a parlé à des gens qui étaient dans l'appareil politique, oui, effectivement, qui travaillent sur ces sujets-là. Je dirais que la différence des autres enquêtes, si vous voulez, et c'est pour ça que j'en reviens au document, c'est qu'il y a une sorte de mur de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas les données, vous n'avez pas les données. Et à vrai dire, bon, c'est assez difficile, effectivement, et on se frotte à probablement ce qui est le plus dur dans notre métier. C'est-à-dire, effectivement, évidemment, la classification de documents se marie mal avec le journalisme d'investigation, mais je pense que vous en doutez. Donc voilà. Si vous me permettez, vous avez parlé du triptyque, et je voulais juste prendre 30 secondes pour dire quelque chose. Il faut, et c'était un des objets de Toxic, et je pense que Sébastien ne me contredirait pas là-dessus, c'est que c'est aussi faire un récit plus juste de ce qu'étaient ces essais nucléaires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, effectivement, il y a eu toute cette idée que les essais étaient propres, mais il y avait aussi l'explication que tout ça, en fait, finalement, était une mécanique bien huilée. C'est-à-dire que tout ça marchait très bien, que l'État, prévoyant, prévisionnaire, etc., répondait aux attentes, et toute cette machine marchait très, très efficacement. Ce qu'on voit dans les documents, et ce qui encore une fois, n'est pas absurde, vu l'ampleur du projet, vu le nombre de personnes impliquées, vu l'éloignement du territoire, c'est qu'on voit que cette mécanique, elle était parfois bien huilée, parfois moins, qu'il y a eu des couacs, qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des gens qui auraient dû être protégés qui ne l'étaient pas. Et donc, c'était aussi de donner un retour plus juste sur ce qui a été un grand récit, effectivement, autour de ces essais nucléaires. Et ça, pour le coup, évidemment, j'en reviens à votre question sur les témoins,
parler à des témoins, des gens qui ont vécu, mettre des mots, des histoires sur ces choses-là, était, je pense, une de nos préoccupations, parce que je pense effectivement, on ne voulait pas que Toxic se résume, enfin Toxic, le nom on l'a trouvé tardivement, on ne voulait pas que cette enquête se résume à une bataille de chiffres. On ne voulait pas qu'on dise, ah ouais, mais bon, 0,1, non, toi tu dis 0,2, c'est aussi une histoire de gens. Et c'est des gens, en fait, c'est des gens qui ont vécu des choses pas faciles. Et c'est important aussi de leur faire dire, de les écouter, de les interviewer. Et je pense que les deux perspectives qu'on a eues, c'est-à-dire un travail méthodique, scientifique, rigoureux, et un travail d'incarnation, je pense que c'était, non pas que c'était incompatible, c'était plus que nécessaire. Voilà, je laisse Sébastien répondre sur le reste. J'ai juste à vous ajouter juste une petite chose, Madame la députée, je vous remercie. Sur les documents potentiellement à déclassifier, bien sûr, on se doute qu'il y en a plein. Il y en a plein qui ont plein de données intéressantes, certainement à exploiter. Mais pour moi, j'ai quand même on va dire une certitude, c'est que pour la période des essais atmosphériques, de 66 à 74, au final, et c'est un chapitre de notre livre aussi, c'est un peu le casse-tête des données manquantes ou du très peu de données. On n'arrivera peut-être jamais à exactement reconstruire tout ce qui s'est passé pour tout le monde, pour chaque île. Il y a des îles pour lesquelles il n'y a pas de données. On a des cartes des endroits où il y a eu des stations de mesure du CEA, où elles sont toutes. Et en réalité, j'ai même fait un tableur Excel, j'ai repris année par année, elles ne sont pas toutes allumées en fait, ni utilisées. Des fois, il y en a certaines qui tombent en panne. Donc il y a plein de trous dans la raquette. Les incertitudes en jeu, encore une fois, c'est ce maillage, il n'était pas fait pour reconstruire les doses réellement à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ça qu'on utilise pour donner ou refuser une indemnisation. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, étant donné le niveau d'exposition et contamination et les incertitudes qui y sont associées, il est simplement, on va dire, impossible de démontrer que la plupart des gens n'ont pas été exposés à un seuil supérieur en Polynésie pendant cette période-là, de 66 à 74. Et ça, déclassifier 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 documents, ça ne changera pas. Parce que ça, c'est juste la base, on va dire, scientifique, sur laquelle aussi l'enquête se repose. Merci. J'ai deux questions à mon tour avant de laisser à nouveau la parole à Madame la rapporteure. La première question, donc je reviens sur le seuil d'exposition, le millisievert. Donc on voit bien ces sujets à caution, plus ou moins un millisievert. Et pourtant, en 2017, c'était une avancée. C'était la fin de la suppression du risque négligeable, la loi EROM, obtenue à l'arraché en fin de mandat du quinquennat de François Hollande. Donc on se réjouit. D'ailleurs, le CIVEN, après, il y a un avant et un après. Le CIVEN démissionne, d'ailleurs, vous l'expliquez bien dans votre livre, parce que mécontent d'avoir été remis en cause. Et donc, ce seuil apparaît. Et cette nouvelle, cette nouvelle référence que l'on décrit aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas parce que je ne sais plus qui nous a dit, mais à un moment, il faut bien quand même une référence, parce que sinon, on pourrait dire quelqu'un qui s'est baladé là-bas, ou quelqu'un qui a été en voyage. Donc, il faut bien qu'à un moment, il y ait un indice. Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que sinon, on dit quoi? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on dit toutes les personnes qui étaient à un moment en Polynésie française au moment de tel mois, tel mois. Et ça arrive à ma deuxième question. On a fait quelques auditions déjà et on voit bien, ou vous, alors la question que je vous pose, comment vous expliquez cette forme de résignation? On parlait tout à l'heure de 10 000 victimes, vous évoquez 100 000, et pourtant, on sent bien qu'il y a eu un déficit d'information à un moment. Alors, est-ce que c'est lié à la superficie de la Polynésie française? Est-ce qu'à l'éloignement, un déficit d'information, à la difficulté de monter un dossier administratif? Tout ça à la fois, mais en tous les cas, on ne sent pas jusqu'à présent Il y a quelques associations, mais même les associations nous disaient qu'ils étaient quand même très isolés, les bénévoles. Donc, qu'est-ce qui explique que la population ne recourt pas autant à l'indemnisation? Je ne sais pas si je suis très clair. Les deux questions sont liées. Un millisievert, pourquoi et après. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Pour vos deux questions, alors je vais commencer par répondre à la première. Je donnerai un petit élément pour la deuxième, puis Thomas va continuer. Le risque, pour l'application du risque négligeable, dit négligeable, le CIVEN utilisait à l'époque un logiciel américain, c'est dans notre livre aussi, pour lequel en fait il n'avait pas toutes les données pour le faire marcher correctement. Donc en fait pendant 6 à 7 ans, super méthode scientifique. Voilà. Je ne vais pas trop faire de commentaires, mais ce sont les mêmes données du CEA qu'il utilisait en fait pour faire marcher ce logiciel. Si vous prenez les, je pense en fait c'est le nombre de gens qui auraient pu, en fait ce que vous auriez pu faire, c'est que vous auriez pu estimer le nombre de gens qui pourraient potentiellement être indemnisés en suivant cette méthode et leur donner. Et je pense que c'était un pool, encore une fois, pardon, excusez-moi de parler en anglais, c'était un nombre de personnes, peut-être quelques milliers de personnes, qui, si elles avaient un cancer, ensuite pourraient demander une indemnisation. Quand vous enlevez le risque négligeable, et là, les seuls calculs que j'ai faits, c'est pour la période des essais atmosphériques, de 66 à 74, il y a à peu près 110 000, 115 000 peut-être résidents en Polynésie sur cette période-là, qui sont résidents polynésiens, membres du public. Là, je parle des membres du public, même pas les militaires. C'est toute cette population, s'ils ont des cancers qui sont sur la liste, qui peuvent ensuite avoir une indemnisation. Le nombre de cancers que ça représente, je l'ai estimé potentiellement entre 1900... le nombre de cancers que ça représente, c'est à peu près 10 000 cancers, potentiellement, qui pourraient être indemnisés jusqu'en 2022. Et pour les années qui arrivent, c'est à peu près 350 par an. C'est un nombre qui est important, mais qui est pas... qui est bien sûr pas énormissime comme, par exemple, ce qu'on peut voir aux États-Unis. Cancer dans la liste des maladies radioactives, des 23. Des 23 cancers. Bien sûr, si vous indemnisez tous ces gens-là, ça a un coût. Et donc, c'est une question, bien sûr, qui est importante. Mais si vous avez, encore une fois, et je le remartèle, on a dit, si vous suivez aujourd'hui la méthodologie du CIVEN et que vous devez apporter la preuve absolue que les gens n'ont pas reçu une dose au-delà d'un millisievert, et si vous gardez le 1 millisievert et que vous utilisez les résultats qu'on a trouvés, que l'IRSN aussi confirme qu'on ne peut pas faire la différence, finalement, c'est presque tous ces gens résidents en Polynésie française, de 66-74, qui, s'ils ont un des cancers de la liste des 23, qui devraient avoir le droit à une indemnisation. Enfin, c'est un critère qui est assez simple, en fait, et c'est un critère qui existe déjà, par exemple, aux États-Unis. On a une zone géographique, une zone temporelle qui couvre toute la période des essais atmosphériques aériens, et vous avez juste à montrer que vous avez un cancer. Vous n'avez pas un seuil d'exposition à calculer, une probabilité de causation, de risque, etc. C'est automatique si vous remplissez ces 3 conditions pour cette période des essais atmosphériques. Il n'y a aucune obligation temporelle, même pas dire on a non, temporelle. 3 mois ou 6 mois. Non. Non, si vous êtes résident à cet endroit-là pendant de telle période à telle période. Alors, est-ce qu'il y a un temps de résidence? C'est quelque chose que je peux vérifier pour vous. C'est une loi d'ailleurs qui est aujourd'hui débattue aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a, elle est déjà proposée au Sénat de l'étendre à d'autres zones des États-Unis et notamment au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est là où il y a eu l'essai Trinity, qui est le premier essai de juillet 1945. Et cet essai, j'en ai recalculé les retombées à travers toutes les États-Unis pour la première fois en juillet dernier, 2023, et ça a été publié. Pareil, en version auteur, ça a été repris par le New York Times. Et grâce, bien sûr, aux travaux qu'on a déjà commencé pour la Polynésie. Et donc, le sénateur du Nouveau-Mexique a mené avec d'autres collègues le fait d'inclure le Nouveau-Mexique dans la liste des gens
qui devraient aussi avoir le droit à cette indemnisation. Et le président Biden a aussi soutenu en fait cette initiative. Aujourd'hui, elle est dans la Chambre des représentants et la seule barrière, c'est de la mettre au vote. Voilà. Avant de répondre à la deuxième question, ce que je pense c'est important de rappeler dans ce que Sébastien vous a exposé, Monsieur le Président, c'est que on présente le 1 millisievert comme une limite scientifique, c'est-à-dire bon voilà, c'est la science, l'état de la science qui nous permet de dire ça. C'est avant tout une limite politique fait à la lumière d'expertise scientifique et de conseils scientifiques. Évidemment, je ne dis pas ça que c'est pas motivé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a présenté ça comme une barrière indépassable, alors qu'en finalement, encore une fois, il n'y a aucune certitude. Et là, encore une fois, c'est pas forcément nous, Sébastien Philippe et Thomas Status, qui le disons, c'est l'expérience, effectivement, et de ce qui est fait dans d'autres pays du monde qui ont été confrontés au même problème. Pour ce qui est du désamour des Polynésiens, on va dire la forme de désillusion, c'est pas anodin et c'était pas innocent de ma part de rappeler au début le taux de rejet des premiers dossiers en 2010, effectivement, quand la loi Morin est lancée. Il faut se souvenir ce qui s'est passé quand même pendant toutes ces années, et permettez-moi de prendre quelques minutes pour le rappeler. Il y a eu une mobilisation, effectivement, collective, portée par les vétérans, portée par Mouroua et Tatou, je sais que vous les entendrez après nous, portée aussi par certains personnels civils effectivement de la population civile à la fois en Polynésie française, mais aussi dans l'Hexagone, de la part des vétérans, etc., pour, faire la lumière sur ce qui s'était passé. On avait assez peu de clarté, effectivement, sur le détail de ces essais, et aussi quelles en étaient les conséquences. Et pendant des années, tout ce maillage associatif dont on a parlé, qui doit beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Bruno Barillot, effectivement, a œuvré là-dessus, et la loi Morin en 2010, c'est l'aboutissement de ça. Et vous imaginez, je pense, et c'est quelque chose qu'on nous a raconté en Polynésie française, c'est-à-dire il y a beaucoup, il faut voir les chiffres du CIVEN, qui d'ailleurs publie des rapports tous les ans, effectivement des rapports d'activité. Il y a beaucoup de demandes en 2010, il y a des demandes d'indemnisation, et pendant les années où effectivement du régulé négligeable, et il y a un fort taux de rejet. Et il y a une forme, je pense, d'incompréhension, effectivement, qui se noue à cette période-là. Je parle des populations civiles. Les populations militaires, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les militaires avaient des éléments de preuve dans leurs dossiers médicaux. C'était plus facile pour eux de prouver qu'ils étaient sur place. Parfois, ils faisaient l'objet d'un suivi radiologique, évidemment. Je ne dis pas que c'était facile pour tous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des batailles à mener, et l'AVEN les a menées, et on a gagné beaucoup. Mais la différence avec la population polynésienne, c'est qu'il y avait un éloignement. Il y avait une forme d'incompréhension. Il y avait un problème aussi de langue, tout simplement. Il y avait un problème administratif. Il faut aussi rappeler que le CIVEN, Sébastien l'a dit, il faut prouver la résidence. Il faut prouver la résidence, effectivement, à cet endroit-là, à cette époque-là. Et pour certaines personnes, c'était tout simplement une barrière un peu compliquée. Et je pense que tout ça s'est noué, effectivement. Je ne sais pas si Madame la rapporteure ou toute autre personne qui connaît un peu la Polynésie française aurait un avis divergent. Je ne prétends pas avoir une expertise sur le sujet. Il se trouve juste que je vous livre un peu à brûle-pourpoint ce que j'en pense. Mais je pense que tout ça a participé effectivement d'une forme d'incompréhension. Et je pense aussi, et ça c'est aussi les retours qu'on a eu de nos travaux sur place, il ne faut pas sous-estimer à quel point ce qui est vécu comme un processus administratif, on va dire totalement simple, peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement violent. Et je pense qu'il faut dire la même chose. Parfois, on l'a dit souvent de la justice. C'était cet aspect contradictoire, procédurier, où on est entendu, etc. Évidemment, c'est pour la manifestation de la vérité, mais ça peut être vécu comme quelque chose d'assez violent. Et je pense que pendant des années, c'est un peu ça qui s'est noué. Et je finirai aussi sur le déficit d'information indépendante sur le sujet. Centaure, 74, comme le dit Sébastien, enfin Sébastien ne l'a pas dit, mais je vous le dis, l'accident était connu. Je veux dire, on savait que Centaure avait existé dans les rapports, effectivement, 2006 CEA, 2007 ministère des Armées. Il était mentionné que Centaure s'était passé. Il se trouve que personne n'avait jamais fait ce que Sébastien a fait et qui a permis, je pense, de réaliser, on va dire, que cet accident était un petit peu plus que ce qu'on voulait en dire. Voilà les quelques éléments que j'ai à votre question, Monsieur le Président. Bien, merci messieurs. Une dernière question de Madame la rapporteure, et puis après il va falloir que l'on conclue notre audition, puisque je le dis à mes collègues, il n'y aura pas beaucoup de pauses, puisque la prochaine audition a lieu à 21h. Voilà. Mariana. Bien. Merci donc pour toutes les informations que vous venez de nous donner. Monsieur Status et ma collègue Mélanie aussi, merci de parler des gens.
Et on n'a pas abordé, mais dans votre livre, vous l'abordez un peu, les questions sociétales, parce que le CEP, son installation et ses opérations ne se limitent pas qu'aux essais. Les essais, c'est ce qui se voit le plus, et puis c'est ce qui a des conséquences, on va dire, sanitaires. Mais il y a aussi les questions sociétales et environnementales qu'on ne l'était pas, mais en tout cas, elles sont moins mises en avant. Donc, bon, si vous pouviez me dire quelques mots dessus. Mais avant de finir ma question, j'aimerais quand même reparler aussi toujours des gens et de ce parcours du combattant, parce que ce sont des gens malades qui remplissent des demandes d'indemnisation. Ce sont des gens qui sont diminués, qui sont malades, et leurs familles aussi qui les assistent. Et quelquefois, on a plusieurs malades dans la même famille. Il y a aussi, vous parliez d'une espèce de... Enfin, il y a des difficultés qu'on ne dit pas. Je donne un exemple, parce que tout simplement, on a travaillé pour le CEP. Donc, c'est ce blocage aussi, je l'ai remarqué chez beaucoup de Polynésiens, notamment dans les populations civiles et les travailleurs civils sur les sites ou pas. Ils hésitent à demander indemnisation parce qu'ils estiment qu'ils ont participé aux opérations du CEP et qu'ils ne sont pas ou dignes, ou ils ont un petit peu honte. En tout cas, ils sont partagés entre être l'auteur et la victime. Donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Et ensuite, pour revenir sur tout ce qu'on s'est dit sur les doses et les seuils, tout ça, on voit qu'il y a une grande approximation de tout. Des prises de mesures à l'époque, ensuite des calculs, enfin bon, voilà, il y a une espèce d'approximation, mais pourtant les critères de la loi Morin, ils sont clairs. Une période, un début, une fin, des lieux, et ensuite la fameuse carte, bon, voilà, vous parliez de probabilité, mais en fait, le CIVEN, il ne regarde pas la probabilité, il regarde ce qui a marqué vous habitez. Ah, vous habitez à Mahina. Bon, ben, telle dose, eh ben non, désolé, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas tellement une probabilité, pour moi, c'est vraiment un chiffre qui détermine victime ou pas victime. Mais en fait, ces chiffres, c'est que de l'approximation. Le 1 millisievert pour les populations civiles aujourd'hui, c'est pour des individus alors, qui peuvent travailler dans des centres médicaux, qui peuvent travailler dans des centrales nucléaires. Et en fait, on applique ça à des personnes qui habitaient, qui résidaient dans un endroit. Est-ce que le 17 juillet 1974, une personne qui est censée résider à Pirée, est-ce qu'elle était à Pirée? On est en juillet, on est en vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on habite à Pirée? On habite à la ville, on habite à Papeete. On part à la presqu'île, voir les cousins, parce que ce sont les vacances scolaires. Donc, toutes ces approximations de dire ah ben, vous habitez à Pirée, ah désolé, passez votre tour. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on a une loi qui a l'air d'avoir des critères précis, mais pour moi, c'est tout l'inverse, en fait. C'est de l'imprécision dans des critères qui ont l'air, on va dire, précis. Donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus aussi. Et voilà, vous remercier de parler aussi surtout des gens. Merci Madame la rapporteure. Juste une petite précision, puis je vais laisser Thomas répondre. Quand je reviens... Pour préparer cette audition aujourd'hui, j'ai relu tout ce que j'avais écrit, mes notes, j'en ai des quantités astronomiques, et j'essayais de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec ce procès d'indemnisation. Et pour moi, en fait, voilà, CDC Centaure, par exemple, il a contaminé toutes les îles du vent, les îles sous le vent, dont Tahiti. C'est une expérience collective qu'on a réduit ensuite par ce mécanisme d'indemnisation à un combat personnel dans des gens qui sont déjà victimes de cancer. Et non, c'est une souffrance énorme, en fait, d'aller à travers juste de suivre cette procédure. Ces gens, on leur a mis une barrière qui est une règle administrative
Et on utilise des données, comme vous l'avez dit, qui sont imprécises et auxquelles il y a des grandes incertitudes qui sont attachées, mais ces incertitudes et ces imprécisions ne sont pas considérées par le CIVEN aujourd'hui. Si on prend tout ça en compte, on peut simplement, pour les gens qui habitaient à Tahiti quand il y a eu Centaure, on ne peut pas démontrer clairement qu'ils ont eu une dose strictement inférieure à 1 millisievert. Et vous avez tout à fait raison, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils étaient sur l'île à ce moment-là, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte, il faut être honnête, parce que la charge de la preuve aujourd'hui, c'est l'État qui doit la porter. Or, cette preuve aujourd'hui, elle est insuffisante pour répondre à ce critère de seuil d'indemnisation. Et donc tous ces gens-là, s'ils venaient à développer une des maladies, une de ces 23 maladies, ils devraient avoir le droit à cette indemnisation. Si vous partez de ce principe-là, vous pouvez aussi mettre en place une procédure collective d'information et ne pas laisser aux gens individuellement la découverte de ce procédé d'indemnisation et de faire ce combat tout seul, mais vous pouvez avertir, former bien sûr les médecins, les travailleurs sociaux qui, quand il y a une déclaration de maladie et qui savent que vous êtes résident ici pendant ces années-là, vont vous accompagner et avec peut-être des procédures qui sont beaucoup plus simples et pas en fait finalement au jour d'aujourd'hui le début d'une procédure devant les tribunaux, parce que c'est ça qui se passe finalement. Les gens qui demandent, quelqu'un qui était présent suite aux retombées de Centaure et à qui on dit « Ah non, vous avez eu 0,85 ou 0,87 et donc vous n'êtes pas un 1 », alors qu'on n'a pas pris tous les calculs d'incertitude et qu'on s'est trompé dans certaines valeurs, on lui dit non, son recours, c'est le tribunal administratif. Si le tribunal administratif dit non, c'est la cour d'appel administrative. Si la cour d'appel administrative dit non, c'est le Conseil d'État. Les gens qui ont déjà eu des cancers et qui se battent comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ces gens-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à pas très longtemps, et ça quand même, on l'a vu changer, ces mots dans les réponses du CIVEN. Ces données ont été validées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, la plus haute autorité scientifique nucléaire. Vous êtes sur votre atoll, vous avez eu le cancer, on vous envoie une lettre, vous n'avez pas le droit. Ça a été validé par les gens à Vienne, tous les grands scientifiques de ce monde. Vous voulez faire quoi? Comment est-ce que vous répondez à ça? Et surtout quand c'est pas vrai. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour et passer la parole à Monsieur Status. Merci Sébastien, je partage tous les mots que tu as dit. Pour répondre aux différentes questions que vous avez posées, Madame la rapporteure, j'ai d'abord commencé sur ce que vous parliez, ce que vous évoquiez sur ce parcours du combattant, évidemment des victimes. Et si vous me permettez, j'aimerais parler à la fois des victimes civiles, mais aussi des travailleurs et des militaires. Je pense que arbitrairement, je jette la pierre à personne, mais parfois dans la communication des journalistes, on a un peu séparé toutes ces choses-là. Voilà. Il y a une expérience commune, il y a des caractéristiques qui appartiennent à certains d'entre eux plus qu'à d'autres. Mais pour répondre à tout ça, vous parlez du sentiment de culpabilité des travailleurs du nucléaire et des personnels civils de Moroa et de Fangataufa, de Hao, enfin de toute cette expérience du CEP. Évidemment, moi, c'est quelque chose que j'ai vu. Et encore une fois, je ne pense pas que les gens sur place, je pense que c'est aussi une image qu'on a inscrite en fait en eux. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler aussi, encore une fois, faire appel à l'histoire dans le travail qu'on a mené. On a longtemps dit aussi aux personnes en Polynésie française, mais vous aviez bénéficié de cette période-là. C'est quelque chose qui vous a apporté du développement économique, etc., etc. Donc je pense que, en plus de la culpabilité, évidemment, d'avoir participé à quelque chose qui a potentiellement pu rendre malin de son entourage, il y avait cette idée-là, qui est encore à marteler jusqu'à récemment, que finalement, c'était un mal, mais c'était un mal nécessaire, qui permettait finalement le développement de tellement de bénéfices qu'il ne fallait pas finalement le critiquer trop fort. Et je pense que le même type de réaction collective s'implique aux militaires, mais d'une autre manière. Pour les militaires, c'est l'éthique, le respect de la classification, du secret. On a participé au grand dessein de l'armée. Comment on pourrait rompre ce secret défense alors qu'on nous a donné l'opportunité de participer à ce grand dessein nucléaire? Et ça, c'est vrai que les situations, il n'y a pas exactement les mêmes
rapports, les mêmes causes, si vous voulez, mais il y a un peu cette même idée commune qu'effectivement, moi, j'ai rencontré chez beaucoup de témoins. D'un côté, cette culpabilité, et de l'autre, cette éthique. Mais attendez, je suis un militaire, je ne peux pas vous révéler ce qui s'est passé parce que je ferai quelque chose d'illégal. Il y a évidemment le temps. Il faut rappeler aussi ça, quand vous parliez du parcours du combattant, on parle de choses qui se sont passées il y a plus de 60 ans. En fait, il y a pas plus de 60 ans, il y a quasiment 60 ans. Et évidemment, il y a une forme de fatigue, je pense, face à effectivement toutes les barrières qu'on a pu mettre. Et pour la Polynésie française, il y a une question d'éloignement. Je pense que l'éloignement, il n'est pas uniquement psychique. Vous parlez de Madame la rapporteure, de parcours du combattant. Évidemment, quand on est à Mangareva et qu'on doit venir plaider son dossier devant le CIVEN qui est à Paris, eh ben, il faut prendre un avion. D'abord, pour aller de Mangareva à Papeete. Il y en a un par semaine. Ça coûte de l'argent, évidemment. Ensuite, il faut aller à Papeete. Ensuite, il faut prendre un avion. Il faut prendre 20 heures. Et ensuite, venir se faire représenter devant le CIVEN. La différence, je pense, qu'ont eu les militaires dans cette histoire-là, c'est qu'il y a eu effectivement la chance de l'AVEN qui soit joint beaucoup au CIVEN et qui a défendu les militaires. Et longtemps, les populations civiles ont été laissées un petit peu à se défendre toutes seules. Et il y avait aussi ce que j'évoquais précédemment sur les militaires. Il y avait un suivi radiologique des militaires. Et pour revenir sur vos questions sur les approximations, il faut rappeler quelque chose. Le CIVEN et le CEA ont considéré, l'armée, ont considéré que pour tous les dosimètres que les militaires portaient, même ceux qui inscrivaient 0 en termes de contamination, on devait compter 0,2. Et donc, comme on était suivi au cours de l'année, on avait plusieurs dosimètres. Donc, finalement, les gens ont passé cette barrière de l'indemnisation beaucoup plus facilement que les personnels civils. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rappeler et qui est assez important. Pour ce qui est de l'environnement, c'est pas l'objet toxique, malheureusement. Et je pense que là, encore une fois, je vais répondre brièvement à votre question. Je sais qu'on est pressé par le temps, mais il faut rappeler certaines choses. Un, de ce qu'on a pu constater, mais Sébastien, arrête-moi si je me trompe, mais la catégorisation du vivant dans cette partie du monde n'est pas exactement, et pas antérieure du moins aux essais nucléaires. C'est plus ou moins ce qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorisation exhaustive en fait, de toutes les espèces. Alors on voit, il y a des rapports, effectivement, aussi dans le livre, un rapport du CEA qui est publié dans les années 90, je crois, qui fait état effectivement d'impact sur certaines espèces animales, etc. etc. Mais on n'a pas une vision globale, pour être très honnête. Vous parliez des bénitiers, donc c'est certains mollusques. Évidemment, on voit un peu ça. C'est difficile d'estimer ça, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été noté par Edward Fritsch, et comme on le révélait dans le livre, avec une lettre qu'il a écrite effectivement aux autorités hexagonales, pour leur rappeler que effectivement, c'était un peu, encore une fois, un trou dans la raquette. C'est quelque chose qu'on regardait un peu moins. Ce que je voudrais rappeler, et c'est important, c'est qu'il y a les effets. Il y a les effets de la contamination, mais il y a aussi les effets du génie civil. Et là, pour le coup, un des trucs qu'on a trouvé dans l'enquête qui était assez intéressant, c'était que le développement des passes, la construction d'aéroports a produit une maladie qui est assez connue en Polynésie française, qui s'appelle la ciguatera, qui est une maladie du corail. En fait, finalement, toutes ces modifications du vivant ont fait que le corail est mort. Et je pense qu'un spécialiste des fonds marins hurlerait en m'entendant parler, mais schématiquement, ça veut dire, grosso modo, le corail est malade, il est toxique. Quand les poissons le mangent, il produit cette toxine. Quand on mange le poisson, on est malade. Et en fait, c'était intéressant de voir que déjà au milieu des années 60-70, effectivement, au moment des essais nucléaires, il y a des instituts, notamment à Papeete, qui regardent ça et qui se disent il y a quelque chose qui est quand même pas exactement normal dans cette histoire. Et donc c'est important aussi, ça nous semblait important de rappeler que l'impact sanitaire, encore une fois, on peut mourir de la ciguatera. Je veux dire, de déshydratation, c'est pas impossible. Dans des cas très très extrêmes, des personnels faibles. Mais je veux dire, c'est pas absurde. Et enfin, le dernier truc que je rappelle, et ensuite je passe la parole à Sébastien, mais il y a quelque chose qu'on a oublié de dire sur les documents, il faut qu'on rappelle. Mais il y a aussi, évidemment, et ça vous l'avez rappelé, c'est-à-dire quand on parle de bouleversement environnemental, on peut inclure la culture là-dessus. C'est-à-dire qu'aussi, Moruroa, il y a eu des zones, effectivement, qui ont été prises de fait à des gens qui en avaient une utilisation. Je veux dire, Moruroa était un lieu de contact pour la pêche de la nacre, la culture de la nacre, un lieu de contact et d'échange. C'est une zone aujourd'hui qui n'appartient plus aux gens qui la peuplaient à l'époque, enfin qui la peuplaient pas, mais qui la traversaient, qui y allaient à l'époque. Tous ces impacts culturels, ce sont aussi des choses que, d'une certaine manière, on peut inclure dans l'impact environnemental du CEP. Et à notre sens, je pense que ce sera l'objet peut-être d'autres travaux. C'est pas quelque chose qu'on a pu toucher suffisamment, effectivement, puisqu'on était
sur un autre dessin, mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, j'en ai fini. Et Sébastien, je te passe la balle si tu as quelque chose à rappeler. Moi juste pour rappeler, et je ne sais pas si Sébastien va le dire, au titre des documents qu'on peut demander, le CIVEN a une sorte de tableur, si vous voulez, où toutes les doses effectivement sont rentrées en fonction des années, de telles îles, etc. À ma connaissance, ce tableau n'a jamais été produit comme élément de preuve dans aucun dossier d'indemnisation et surtout pas expertisé. C'est la première chose. Et la deuxième chose, dans l'audition de l'IRSN que Sébastien évoquait précédemment, l'IRSN, je pense, a évoqué une note transmise au CIVEN sur le sujet basée sur nos expertises. Typiquement, ça, ce serait un document, je pense, qui serait intéressant de voir, d'analyser, de décortiquer pour voir ce qu'il dit exactement. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est bien noté. Très rapidement, Monsieur Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose en 3 mots? Je l'écrirai dans mes réponses. Je rajouterai dans mes réponses écrites. On a dit tout ce qu'on avait à dire. D'accord, effectivement, c'est ce que vraiment je vous invite à faire avec même la rapporteure, hein, tous les deux. N'hésitez pas effectivement à ce genre d'informations, justement, ce genre de conseils, quelque part, de préconisations, nous dire quels documents demander. Eh bien, pour nous, c'est important. C'est vrai que il y a aussi toute la partie environnementale qu'on n'a pas évoquée ce soir, que j'aurais voulu aborder avec vous, les dommages. D'ailleurs, on disait qu'on manque un peu de matière, ou en tous les cas d'experts en matière environnementale, capables de nous dire les dommages et comment ça a évolué. Donc si voilà. Il faut qu'on arrête parce qu'il faut qu'on se mette en connexion après avec l'audition suivante. Donc je suis désolé parce qu'encore une fois, nos auditions ont commencé en retard en raison de l'actualité à l'Assemblée et d'un vote que nous avions dans l'hémicycle. Donc merci à vous. Donc nous attendons votre document, le questionnaire rempli et puis tout ce que vous voudrez bien nous communiquer. Et puis, d'ici la fin de la commission d'enquête parlementaire, nous reviendrons peut-être vers vous et nous pourrons peut-être vous remonter, de revenir d'ailleurs. C'est aussi une possibilité pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et chers collègues, nous reprendrons à 21h.